Hello! Les passagers en direction du pays de Morphée sont priés avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de s'abonner et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go! L'histoire que je m'apprête à vous conter s'intitule Cocorico. Il était une fois, il y a très longtemps, un paysan qui vivait dans un petit hameau du nord du Portugal. Il s'appelait Joaquim. Il habitait une petite maison en pierre de granit, comme tant d'autres, et il menait une vie heureuse et sans histoire avec sa femme, Joaquina. Enfin, c'est ainsi que ma grand-mère commençait son histoire, à l'heure où les cigales et les criquets commencent à striduler et à craqueter comme toutes les histoires qu'elle nous racontait. Le moment venu, elle nous appelait toujours dans le même ordre, toujours en commençant par le plus vieux et en finissant par le plus jeune. Ainsi, personne n'avait rien à redire. Johanna, Joachim, José, Louisa. Pour gagner les meilleures places, qui étaient sans conteste celles à ses côtés, nous accourions sans tarder et nous nous assoyions sous la pergola de vigne de la grande cour. Puis, dans un silence entrecoupé de soupirs qui en disaient long sur notre empressement, nous attendions qu'elle finisse de ranger dans son panier de couture cette nappe de lin qu'elle brodait sans conviction ni talent depuis plusieurs années, qu'elle caresse Pastor derrière les oreilles et migasse sous le ventre. Rendu là, chien et chat soupiraient de plaisir et nous d'impatience. Alors, elle nous regardait par-dessus ses petites lunettes, toujours un peu tordues et encrassées, et elle commençait « Era uma vez ». Alors voilà, il était une fois Joachim, un paysan sans histoire. Un beau jour, comme ça, sans avertir, il déclara à sa femme Joaquina qu'il voulait aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou plutôt à Santiago de Compostela, comme il disait dans sa langue. Ils étaient encore couchés. Le coq n'avait pas encore chanté, et Joaquina crut d'abord que son homme était encore en train de rêver à voix haute, comme il lui arrivait quand il mangeait un peu trop la veille. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Il n'avait pas encore fini de tailler la vigne. La clôture du poulailler menaçait de tomber, et son Joachim voulait aller se promener. Même sachant combien son homme était pieux, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il songe sérieusement à laisser la ferme pour aller voir un saint, aussi sacré fût-il. Ainsi, elle se leva et s'en alla à la cuisine, convaincue qu'un bon déjeuner remettrait la tête de Joachim à la bonne place. Mais, après avoir mangé avec grand appétit 2 œufs à la coque, une tranche de pain de maïs et un beau morceau de fromage, Joachim prit tendrement les mains de Joaquina entre les siennes et, de cette voix douce et posée, qui lui avait toujours fait chavirer la tête, il lui a redit oh combien il souhaitait faire ce pèlerinage. Je ne connais pas les arguments que Joachim a utilisés pour convaincre Joaquina du bien fondé de sa requête. Comme je vous l'ai déjà dit, cette histoire est très ancienne, plus ancienne que moi, plus ancienne que ma grand-mère. Joachim avait peut-être fait un vœu à Saint-Jacques. S'il vous plaît, faites que mon fils rentre vite à la maison. Il y a plus d'1 an qu'il s'est embarqué pour l'Inde et que nous sommes toujours sans nouvelles de lui. Ou encore, mon cher Santiago, fais que notre chère Antonietta guérisse.
Nous ne le saurons jamais, parce que les vœux sont secrets et sacrés. Personne ne les dévoile, ni la personne qui les prononce, ni le saint qui les reçoit. Mais nous savons que Joachimia s'est laissée convaincre et qu'elle lui a préparé un petit baluchon pour le voyage, avec du pain, des châtaignes, du fromage et du chorizo. Fais attention aux brigands, mon cher ami, a-t-elle encore clamé, la voix voilée par quelques larmes rebelles, au moment où Joachim disparaissait au bout du chemin qui menait vers le nord. Un jour, après avoir déjà parcouru un long bout de chemin, mais avec encore beaucoup à faire, Joachim s'est arrêté dans une auberge au bord de la route, à l'entrée de la ville portugaise de Barcelos. L'auberge était bondée de monde puisque le roi, revenant de la chasse, avait décidé d'y faire halte. Le pèlerin s'est assis discrètement dans un petit coin de la grande salle à manger. Il a retiré de son baluchon une tranche de pain et des olives et se préparait à manger quand l'aubergiste s'est approché et lui a demandé s'il ne souhaitait pas commander quelque chose d'autre. Comme c'était l'usage, le paysan s'est présenté en disant d'où il venait et où il s'en allait. Il a ensuite demandé la permission de continuer son repas et l'aubergiste la lui a accordée. Il ne pouvait pas faire autrement, puisqu'en cette époque lointaine, la tradition demandait d'accorder l'hospitalité aux pèlerins et qu'il était très, très mal vu d'en faire autrement. L'aubergiste s'est retiré, mais son sourire en coin ne laissait rien présager de bon. Joachim a mangé son frugal repas, il a soupiré, il a mangé les miettes de pain qui étaient tombées sur la table et il a fermé les yeux. Il était fatigué. S'ennuyait-il peut-être de sa femme, de sa pauvre Antonietta, ou regrettait-il simplement de ne plus avoir d'olive? À l'époque, personne ne l'a interrogé à ce propos, et maintenant, il est trop tard. Pendant que Joachim dormait, l'aubergiste s'est approché sur la pointe des pieds et a déposé quelque chose dans le baluchon du pèlerin. Il faut savoir que cet aubergiste était doté d'un caractère plutôt mauvais et mesquin. Je ne sais pas pourquoi, ma grand-mère ne le savait pas, et, à l'époque où cette histoire s'est passée, personne ne le savait non plus. Il y avait des voisins qui disaient que l'aubergiste était ainsi malin parce qu'il avait été abandonné par sa femme, alors que d'autres croyaient que sa femme l'avait quitté parce qu'il était malin. Moi, je pense qu'il avait ce caractère parce qu'il croyait que les gens se moquaient de lui. Mais je ne sais pas ce qui l'a mené à croire cela. C'est vrai qu'il avait un bien grand nez, mais il y avait à Barcelos et dans les environs des nez bien plus grands que le sien, que des gens exhibaient à la lumière du jour, plein la face, et portaient très bien en étant ni plus ni moins heureux que ceux qui avaient des nez moyens, petits, très petits ou minuscules. Malheureusement, l'aubergiste ne s'est jamais attardé à réfléchir sur le bout de son nez. L'auberge bourdonnait d'animation et le bon vin coulait à flots quand, soudain, un verre tomba au sol, réveillant notre pèlerin en sursaut. Puis, remarquant le verre par terre et la fête dans l'air, il a souri. Oh, qu'il aimait les fêtes, qu'il aimait danser. Mais Saint-Jacques de Compostelle était encore loin et il lui fallait reprendre la route.
Son baluchon à l'épaule, il s'apprêtait déjà à partir quand l'aubergiste s'est écrié « Agarem que eladrao !» Il criait si fort que tout autour s'est subitement arrêté. Les gens, le vent, la musique, les chiens, les chats, les souris et le roi lui-même. « Il m'a volé ce brigand, il m'a volé !» clamait toujours l'aubergiste. Devant tout ce vacarme, le roi commençait à s'impatienter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui l'empêchait de manger tranquillement? Il faut que je vous fasse une confidence à propos de ce roi. Assis dans la salle à manger de l'auberge, à bien l'observer, je dirais qu'il n'était pas une mauvaise personne, bien qu'il fût un très mauvais roi. C'est-à-dire, comme personne, il était sensible, pas trop sévère, pas trop ambitieux. Bref, un bon vivant aimant la chasse, la bouffe et les fêtes. Mais, en tant que roi, il était plutôt négligent, peu attentif, paresseux. Parfois, les choses de l'État l'ennuyaient tellement qu'il ordonnait n'importe quoi pour en finir au plus vite. C'est ainsi qu'il pouvait parfois devenir très injuste. Mais pendant que je vous faisais ces confidences sur le caractère de ce roi, les clients de l'auberge, contents d'avoir une occasion de se distraire pour le moment et une histoire à raconter le lendemain, s'étaient arrêtés de boire, de chanter et de gueuler et écoutaient l'aubergiste déclarer de sa voix la plus grave « Noble Majesté, cet homme m'a volé. » Le vol est un crime très grave puni par la pendaison, a aussitôt proclamé le roi d'une voix toute solennelle. Puis, regardant le pèlerin, mais en pensant surtout au magnifique coq grillé qui allait certainement refroidir dans sa grande assiette d'argent à cause de cet imbroglio, il a ajouté « Tu es accusé de coq grillé, de vol grillé, de vol qualifié. Qu'as-tu ajouté pour ta défense ?»« Rien, je n'ai rien fait, » a répondu le pèlerin. « Menteur !» lui a crié l'aubergiste. Et ce disant, d'un geste théâtral, il a sorti du baluchon de Joachim la fourchette qu'il avait lui-même cachée. Voici la preuve, une fourchette en argent massif avec le nom de cette auberge gravé sur la manche. Les clients de l'auberge, qui depuis le début ponctuaient l'événement de « oh » prononcé à voix basse, se sont alors laissés aller d'un seul souffle. « Ah !» Le roi y eut aussi allé d'un grand « ah !» royal, alors que le pèlerin faisait un « ah !» étonné. Pour différentes raisons, tout le monde était intéressé, étonné et bouleversé par l'apparition de la fourchette. Après avoir laissé le silence se rétablir, l'aubergiste s'est approché du roi et a déposé la fourchette à ses pieds. Le panache de ses gestes conférait à ses mots une crédibilité incontestable. Moi-même, je ne saurais pas jouer un rôle avec autant de grâce et d'authenticité. Ce faisant, il dit « Majesté, je dépose à vos pieds omnipotents la preuve du crime crapuleux que cet être ignoble a commis. » Bien que le roi n'était pas dans son assiette, toujours à cause du coq grillé qui continuait de refroidir dramatiquement, il n'a pas pu s'empêcher de sourire. Il aimait les beaux mots. Pied omnipotent, ça sonnait très bien à ses oreilles royales. Il allait suggérer à son chroniqueur d'utiliser cette expression dans sa biographie. Cette fourchette est bien une fourchette. Sur cela, je n'ai aucun doute, dit le roi la bouche pleine.
Cette fourchette-là est bien une fourchette, pas de doute là-dessus, répéta le peuple, le ventre vide, parce que c'est comme ça. Le peuple répète ce que les puissants disent. Votre Majesté, je dis que ceci est une fourchette, et je dis aussi que je ne l'ai pas volée, a bégayé le pèlerin. Alors, que fait-elle dans ton sac? Penses-tu que Sa Majesté va passer le reste de la journée à attendre que tu te décides enfin à confesser ton crime? A poursuivi l'aubergiste. À ces mots, le roi a sursauté. Non, non, non. Ce voyageur n'allait pas l'occuper tout le reste de la journée et l'empêcher de manger en paix. Furieux, il s'est mis à crier. Si tu penses que je vais attendre toute la journée que tu te décides à confesser ton vol, je te dis que tu te trompes. Moi, je commence déjà à refroidir, je n'ai plus de sauce pour t'écouter. Et je te donne une dernière chance pour que tu puisses m'expliquer toute cette histoire. Sinon, je te déclare coupable et je te fais pendre. Le pèlerin était si impressionné par la voix de tonnerre du roi qu'il n'a pas été capable de lui répondre. Très bien, dit le roi, la fourchette déjà prête pour la prochaine bouchée. Puisque tu ne dis rien, je te déclare coupable de crime de vol. Emmenez-les tout de suite. Déjà, les soldats attachaient et poussaient le pèlerin quand il a finalement parlé. Attendez, je vais tout vous raconter. Quand notre châtelain demanda à mon fils Pedro s'il ne voulait pas s'embarquer pour l'Inde, nous, moi et ma femme, nous nous sommes sentis très fiers de sa demande, mais aussi un peu craintifs parce que de l'Inde, nous ne savions rien, sauf l'odeur de cette épice qu'on appelle poivre et que les riches achètent au marché. Alors, moi et ma femme, nous nous sommes habillés comme on va à la messe et nous sommes allés voir le seigneur du domaine. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous écouter et, après, il nous a dit que notre fils avait été touché par les ailes de la fortune. Oui, c'est ça qu'il a dit. Je me rappelle comme si c'était hier. Et aussi que notre Pedro ne devait pas hésiter, qu'il devait partir tout de suite en quête de la gloire et de la richesse vers ces pays du bout du monde où on dormait dans des draps de pure soie et où on parfumait le lait avec de la cannelle. Et, en parlant de richesse de ces pays du Levant, le noble seigneur utilisait des mots si extraordinaires que j'ai été emportée. Mes pieds touchaient à peine le sol, ma tête tournait, mon cœur battait, et toutes les richesses dont le noble seigneur parlait étaient là, à la portée de nos mains, au fond de son regard, de mon regard et du regard de ma femme. Mon fils est parti dans un grand vaisseau aux voiles blanches. Il y a déjà plus d'1 an. Et depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles. Je pense à lui et j'espère voir son image entourée par les mots que le noble seigneur avait prononcés et qui lui annonçaient la fortune et la renommée, mais rien ne se passe. Avec le temps, ces grands mots sont devenus des mots aussi simples que les miens, et ils ne protègent plus mon fils contre les tempêtes, contre les pirates, contre les maladies et la tristesse. J'ai alors compris que ce n'est pas parce qu'on dit les choses d'une très belle façon qu'elles deviennent vraies. Depuis ce temps, j'essaie de comprendre ce que les gens me disent avec tout ce qu'ils sont, au-delà des mots et des discours qu'ils prononcent, avec leurs gestes, avec leur cœur, avec leurs yeux. Je sais aussi que la seule façon d'aider mon fils à revenir est d'y croire passionnément
avec toute la force de mon amour de père et de ma foi. Je n'ai pas volé cette fourchette, c'est vrai. C'est simplement dit, et je ne saurais pas vous le dire autrement. Je ne peux pas être pendu parce que je crois que mon fils a besoin de mes prières pour rentrer chez nous de nouveau. Et c'est avec la force de cette foi qui m'habite que je demande à Saint Jacques, qui me connaît depuis longtemps, d'intercéder en ma faveur du haut du ciel, en faisant que le coq qui repose dans l'assiette de votre majesté se lève et chante maintenant, s'il est vrai que je ne suis pas coupable. Un grand éclat de rire a aussitôt retenti dans la salle, haut et fort. Le roi, les soldats, le peuple, l'aubergiste criaient, quand tout à coup, un son surélevé a percé à travers les éclats de rire. Cocorico, cocorico, chantait le coq, juché sur son assiette d'argent. Évidemment, le pèlerin a été libéré sur le champ et l'aubergiste a été puni. Les gens du pays et le roi lui-même ont demandé des excuses au pèlerin. Hello! Les passagers en destination du pays de Morphée sont priés avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de s'abonner et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go! L'histoire que je m'apprête à vous conter s'intitule « La fille qui se maria à un mort ». Il y a de cela bien longtemps, quand les poules avaient des dents. Un jour, un mendiant arriva chez un roi et demanda l'aumône au nom de Dieu. La fille du roi le remarqua et elle dit à son père qu'elle voulait avoir ce mendiant-là pour mari. Le roi pensa d'abord que c'était pour plaisanter que sa fille parlait de la sorte. Mais quand il vit qu'il n'en était rien et qu'elle parlait pour de bon et sérieusement, il lui dit « Il faut que vous ayez perdu la raison, ma fille, pour vouloir vous marier à un mendiant, la fille d'un roi comme vous l'êtes. Il n'y a pas à dire cela, mon père. Il faut que je l'aie pour mari, ou je mourrai de douleur. » Le roi aimait sa fille par-dessus tout et faisait tout ce qu'elle voulait. Il lui dit donc qu'il la laisserait prendre le mendiant pour mari. Mais le mendiant demanda que la princesse, ainsi que son père, sa mère et ses 2 frères fussent baptisés avant le mariage, car ils étaient tous païens. Ils furent tous baptisés, et le mendiant servit de parrain au prince aîné. On célébra alors les noces, et il eut un grand festin. Quand les noces furent terminées, le mari dit « Je vais à présent retourner chez moi avec ma femme. » Et il prit congé de son beau-père, de sa belle-mère et de tous les gens de la noce. Avant de partir, il dit encore aux 2 jeunes princes, ses beaux-frères, « Quand vous voudrez faire visite à votre sœur, rendez-vous auprès d'un grand rocher qui se trouve dans le bois voisin. Frappez dessus 2 coups en croix avec cette baguette et je viendrai à votre rencontre. » Et il leur donna une baguette blanche et partit aussitôt avec sa femme sans que personne sût où ils étaient allés. Quelque temps après ceci, le plus jeune des 2 princes dit un jour « Il faut que j'aille voir ma sœur afin de savoir comment elle se trouve là où elle est. » Et il prit la baguette blanche donnée par son beau-frère et se rendit au bois. Quand il fut près du grand rocher, il frappa dessus 2 coups en croix, et le rocher s'entrouvrit aussitôt, et il vit, dessous, son beau-frère qui lui dit
Ah, c'est toi, beau-frère chéri. Je suis bien aise de te revoir. Mais désires-tu sans doute voir ta sœur aussi? Oui, je veux voir ma sœur pour savoir comment elle se trouve. Eh bien, suis-moi et tu la verras. Où? Dans mon palais. Descends et suis-moi. Le jeune prince hésitait à descendre dans le trou noir qu'il voyait devant lui. Mais l'autre reprit. Viens avec moi et sois sans crainte, il ne t'arrivera pas de mal. Il descendit dans le trou et ils pénétrèrent tous les deux profondément sous la terre jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un château magnifique. Dans ce château, le jeune prince vit sa sœur dans une belle salle magnifiquement vêtue et assise sur un siège d'or. Ils éprouvèrent une grande joie de se revoir. Le maître du château s'en alla et les laissa tous les deux ensemble. « Comment te trouves-tu ici, sœur chérie ?» demanda le frère à sa sœur. « Je me trouve bien, frère chéri. Tout ce que je peux souhaiter m'est accordé sur le champ. Il n'y a qu'une seule chose qui me déplaît. Mon mari ne reste pas avec moi. Tous les matins, il part en voyage au lever du soleil et pendant toute la journée, je suis seule. Où va-t-il donc de la sorte? Je ne sais pas, frère chéri. Il ne me le dit pas. Je le lui demanderai demain pour voir. Oui, demande-le lui. Le lendemain, le prince se leva de bon matin et il parla de la sorte à son beau-frère. Je voudrais aller aussi avec vous pour me promener, beau-frère. Je le veux bien, cher beau-frère. Mais, à peine furent-ils sortis de la cour que le maître du château demanda à son beau-frère. « As-tu fermé la porte à clé sur ta sœur ?»« Non, vraiment, répondit-il. « Hé, bien, va fermer la porte, vite, et puis retourne. » Le prince alla fermer la porte, mais quand il revint, son beau-frère était déjà parti. Il se mit en colère en voyant cela et se dit « Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je m'en retourne à la maison tout de suite. » Il avait avec lui sa baguette blanche. Il en frappa 2 coups en croix sur un grand rocher qui fermait l'entrée du souterrain auprès du château. Et le rocher s'entrouvit aussitôt et il entra dans le souterrain. Quand il arriva à l'autre extrémité, il frappa 2 autres coups en croix sur le rocher qui le fermait de ce côté, lequel s'entrouvit aussi, et il se retrouva sans mal à la maison. Tout le monde s'empressait autour de lui pour lui demander des nouvelles de sa sœur. Il raconta tout ce qu'il avait vu et entendu. « Jésus !» dirent le père et la mère. « Qu'est-ce donc cet homme-là ?»« Moi, » dit le prince aîné, « je veux aussi aller voir ma sœur avant de m'en retourner et je saurai ce qu'est cet homme. » Et il prend la baguette blanche des mains de son jeune frère, se rend au bois et frappe 2 coups en croix sur le rocher. Le rocher s'entrouvit aussitôt et il voit dessous son beau-frère qui lui dit « Ah, bonjour filleule, descends et partons, vite. » Le prince descend dans le souterrain et son beau-frère le conduit jusqu'à sa sœur, puis il s'en va. Comme son frère, il fut étonné de voir sa sœur assise sur un siège d'or et richement parée. « Tu te trouves bien ici, à ce qu'il semble, chère petite sœur ?» lui demanda-t-il. « Oui, frère chéri, je suis assez bien ici. Il n'y a qu'une seule chose qui me contrarie. »« Qu'est-ce donc, chère petite sœur ? » « C'est que,
Mon mari ne reste pas avec moi. Chaque matin, il part de la maison et me laisse seule tout le long du jour. Où donc va-t-il de la sorte tous les jours, petite sœur? Je ne sais pas, cher frère chéri. Je lui demanderai de l'accompagner demain matin pour voir. Oui, demande-lui, frère chéri, mais prends bien garde qu'il ne t'arrive comme à notre petit frère. Oh, sois tranquille, je ne serai pas pris ainsi, moi. Aussitôt le soleil levé, le maître du château était sur pied et son beau-frère aussi. Celui-ci lui demanda de lui permettre de l'accompagner. Volontiers, lui dit-il, mais partons vite, car il est temps. Et ils sortirent ensemble du château, mais à peine eurent-ils fait quelques pas. As-tu fermé la porte à clé sur ta sœur? Demanda le maître du château. Oui, oui, parrain, je l'ai fermée, répondit le prince. C'est bien, partons alors. Ils passèrent peu après par une grande lande aride où il n'y avait que de la fougère et de la jonc maigre. Et pourtant, on voyait coucher parmi la bruyère et la jonc 2 vaches grasses et luisantes. Cela étonna le prince qui dit « Voilà des vaches bien grasses et bien luisantes sur une lande où elles ne trouvent rien à brouter. » Son beau-frère ne répondit pas, mais les vaches dirent « Dieu vous bénisse !» Et ils continuèrent leur route. Ils passèrent alors par une belle prairie où il y avait un pâturage excellent et au milieu de l'herbe qui leur allait jusqu'au ventre, on voyait 2 vaches, mais si maigres qu'elles n'avaient que les os et la peau. Et le prince, en voyant cela, dit « Voilà 2 vaches bien maigres, et pourtant elles sont dans l'herbe jusqu'au ventre. » « Dieu vous bénisse, » lui dirent les 2 vaches, comme les 2 autres. Mais le beau-frère du prince ne dit rien. Et ils continuèrent leur route. Un peu plus loin, ils passèrent par un chemin profond et très étroit où 2 vaches se heurtaient la tête l'une contre l'autre et si violemment que le sang en jaillissait autour d'elles. « Jésus !» s'écria le prince. « Voilà 2 pauvres bêtes qui se tueront. Comment passerons-nous? Elles obstruent tout le passage. » Son beau-frère ne répondait toujours point, mais les 2 chèvres aussi dirent « Que Dieu vous bénisse !» Et elles cessèrent de se battre, et les 2 voyageurs purent passer sans mal. Plus loin encore, ils arrivèrent à une vieille église en ruine et y entrèrent. Elle était pleine de monde, mais c'étaient tous des morts et il n'en subsistait que les ombres seulement. « Me répondrez-vous la messe puisque vous êtes chrétien ?» demanda au prince son beau-frère. « Je le veux bien, » répondit-il bien étonné, mais il n'était pas peureux. Et l'autre revêtit alors des habits de prêtre, puis il monta à l'autel et se mit à célébrer la messe comme un véritable prêtre. Quand il fut à l'élévation, il se mit à vomir des crapauds et autres reptiles hideux, et tous les assistants faisaient comme lui. Quand la messe fut terminée, tous ceux qui étaient dans l'église, le prêtre à leur tête, vinrent au prince et lui dirent « Vous nous avez délivrés, merci, merci !» Puis ils s'en allèrent. Retournant à présent à la maison, dit au prince son beau-frère « Et
ils s'en retournèrent, mais ils ne revinrent plus les choses extraordinaires qu'ils avaient d'abord vues, et chemin faisant, le prince demanda à son beau-frère l'explication de tout cela. Alors il lui parla de la sorte. À présent, je puis parler, et voici ce que signifie tout ce que vous avez vu. Les 2 vaches grasses et luisantes, sur la lande aride, où il n'y avait que de la bruyère, des maigres ajoncs et des pierres, sont des pauvres gens qui vivaient honnêtement quand ils étaient sur la terre. Ils donnaient l'aumône, quoique pauvres, et étaient contents de leur condition. Et à présent, ils sont sauvés. Les 2 vaches maigres et décharnées, au milieu d'un excellent pâturage, étaient des gens riches, qui ne faisaient qu'amasser des richesses et convoitaient le bien de leurs voisins, ne donnant pas l'aumône aux pauvres, et, quoique riches, ils étaient malheureux. Ils étaient là où vous les avez vus, dans le purgatoire, et pour leur pénitence, ils se trouvaient au milieu de l'herbe haute et grasse, sans pouvoir manger. Les 2 chèvres qui se battaient avec tant d'acharnement dans le chemin étroit et profond étaient 2 voleurs qui ne cherchaient que noises et bataille, et Dieu, pour les punir, les force à présent à se battre ainsi depuis longtemps. Pourtant, tous m'ont remercié quand nous avons passé près d'eux. C'est parce que vous les avez tous délivrés. Ils avaient été dit par Dieu qu'ils resteraient en l'état où vous les avez vus jusqu'à ce que vint à passer une personne qui ne fut pas morte et qui eut pitié d'eux, et ils ont attendu longtemps. Et qu'est-ce que j'ai vu dans la vieille église? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai été un mauvais prêtre pendant que j'étais sur la terre. J'ai dit beaucoup de mauvaises messes et commis un grand nombre d'autres péchés, et il avait été dit par Dieu que je ne serais sauvé, moi, ainsi que tous ceux que vous avez vus dans l'église et qui m'avaient aidé à pécher et pécher eux-mêmes avec moi, que lorsque j'aurais trouvé la fille d'un roi pour m'épouser, bien qu'habillée comme un mendiant, et un prince en vie pour me répandre la messe, ici, j'ai attendu bien longtemps. Les reptiles hideux que vous m'avez vu vomir, comme tous les autres qui étaient dans l'église, étaient autant des diables qui nous torturaient. À présent, nous sommes tous délivrés grâce à vous. Et ma sœur, peut-elle retourner avec moi à la maison? Non, votre sœur qui a contribué à me délivrer, comme vous, viendra dès à présent avec moi au paradis, et vous-même, vous nous y rejoindrez sans tarder. Mais il faut qu'auparavant, vous retourniez à la maison pour raconter à votre père et à votre mère et à votre sœur tout ce que vous avez vu et entendu ici. Voici une lettre que vous leur remettrez pour leur dire qu'ils ne soient pas inquiets au sujet de leurs filles et sœurs, car elles seront avec moi au paradis. Et si elle n'avait pas été ma femme, elle aurait été la femme du diable. Le prince retourna alors à la maison et donna la lettre à lire à son père et à sa mère, et leur raconta tout ce qu'il avait vu et entendu durant son voyage. Il mourut peu à peu, comme il lui avait été annoncé, et il rejoint sa sœur et son beau-frère là où ils étaient pour rester avec eux à jamais. Hello! Les passagers en direction du pays de Morphée sont priés avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de s'abonner et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go! Notre histoire s'intitule Le lac enchanté.
Kate Sharma était une jeune fille avec des moyens modestes, libre comme l'air, et qui ne voulait aucun homme. Elle était une belle femme métisse, grande et fine. On voyait que quand elle marchait, elle était sûre d'elle, qu'elle avait une grande confiance en elle. Ses cheveux étaient noirs comme l'ébène, extrêmement lents, soyeux et doux. Elle faisait des ménages et avait des vêtements très ordinaires, mais elle dégageait quelque chose de spécial. Un jour, lorsque Kate se baladait à pied dans le parc, elle fit une rencontre qui changea sa vie. Elle croisa pour la première fois le vicomte, et ils se regardèrent dans les yeux durant quelques secondes. Ce regard leur parut interminable. Un désir charnel les enveloppait. Le vicomte était grand, il avait les cheveux bruns, il était large d'épaules, et son sourire était l'un des plus beaux qu'elle n'avait jamais vu. Il avait un regard droit et sérieux, une mâchoire bien dessinée, et avait des traits fins. En rentrant chez lui, Anthony Bridgerton, le vicomte, dit à sa mère à quel point il était tombé sous le charme de Kate. Il avait écrit à sa mère combien elle était différente des autres et qu'elle dégageait vraiment quelque chose de spécial. Mais Lady Bridgerton n'approuvait pas du tout cette relation parce que Kate n'était pas d'assez bonne naissance pour être la vicomtesse. Elle et sa famille feraient honte à la famille Bridgerton. Pour Lady Bridgerton, elle n'était pas capable d'endosser le rôle qui revenait à une personne de la haute société. Au même moment, Kate raconta à sa mère qu'elle avait rencontré un homme charmant. Sa mère connaissait de réputation la famille Bridgerton, mais à aucun moment elle ne se doutait que sa fille était tombée sur le charme du vicomte. Anthony, beaucoup trop énervé, insista sur le fait que Kate n'était pas comme les autres. Lady Bridgerton n'approuvait toujours pas cette relation. Alors, le jeune homme alla se baigner dans un lac non loin de sa résidence de campagne afin de se vider de ses émotions. Le lac était entouré de fleurs et de buissons bien taillés. L'eau perlait sur son manteau en velours gris. Il se mit en maillot de bain, puis plongea dans l'eau. Quand il remonta, il sentit quelqu'un lui attraper la jambe. Lorsqu'il se réveilla, il n'était plus au même endroit. Le paysage avait complètement changé. Il ne se rappelait pas de comment il était venu ici. C'était une forêt avec une table sur laquelle il y avait 2 bacs, accompagnés de 2 verres. Le premier bac était une coupe de diamant qui contenait une eau cristalline. Le deuxième bac était rempli d'une eau verdâtre et trouble, accompagnée d'un simple gobelet de fer. Mais un des deux était empoisonné. S'il ne prenait pas le bon verre, Kate disparaîtrait et il ne pourrait jamais l'épouser. Et il en avait la certitude. Soudain, une femme apparut dans un éclair bleu. Elle avait les cheveux blancs et une longue robe blanche. Elle était en lévitation. Anthony, choisis un de ces verres pour trouver la force de faire face à ta mère. Mais il y a un verre empoisonné, fut une voix fantomatique qui résonna dans toute la forêt sombre. Mais qui êtes-vous ? S'étonna Anthony. Peu importe qui je suis, tu dois m'écouter. Fais le bon choix et tu trouveras la force de te confronter à ta mère. Si tu ne choisis pas le bon, Kate disparaîtra à jamais et tu ne pourras l'épouser. Il était attiré par l'eau cristalline, bien entendu. Il était sur le point de la boire lorsque la voix de Kate résonna dans sa tête en lui disant « Anthony, ne sois pas toujours attiré par le plus beau, parce que la première impression n'est pas toujours la bonne. » Avec dégoût, il se résigna à boire l'eau sale. Il commença à avoir flou, puis il s'évanouit et se réveilla la tête posée sur les genoux de Kate, qu'il avait vue, gisant dans l'eau quelques minutes auparavant. « Pourquoi étiez-vous là ?» s'exclama Kate affolée. Anthony lui raconta tout ce qui lui était arrivé dans les moindres détails. Kate, tellement apeurée, lui dit qu'elle tenait beaucoup à lui parce qu'elle le trouvait différent. Alors, Anthony prit son courage à 2 mains et lui avoua ses sentiments. Il s'avéra que leur amour était réciproque. Lorsqu'ils rentrèrent ensemble, Lady Bridgerton fut étonnée parce qu'elle avait interdit à Anthony d'avoir une relation avec Kate. La mère, soucieuse, était sur le point de s'énerver contre Anthony. Il l'arrêta et lui raconta tout ce qu'il s'était passé.
Lady Bridgerton se laissa une minute pour réfléchir. Elle était comme entraînée par une force surnaturelle qui la poussa à accepter cette tenue. Quelques mois plus tard, une grande cérémonie eut lieu dans une belle église de renommée. La fête fut ensuite célébrée au bord du lac. Il y avait des buissons, pleins de roses rouges bien taillées, des chaises blanches, un décor enchanteur. Les familles de Kate et d'Anthony étaient réunies et tout le monde s'entendait bien. On pouvait deviner, en plissant les yeux, la présence évanescente d'une femme blonde auréolée de bleu. Elle se tenait les pieds dans l'eau et souriait. Hello, les passagers en destination du pays de Morphée sont priés avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go. Notre histoire s'intitule La jupe de gitane. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Iris. Elle vivait dans la campagne et était fille unique. Ses parents travaillaient beaucoup dans leur ferme et leur activité ne leur laissait pas beaucoup de temps pour s'occuper de leur fille. Mais Iris n'était pas malheureuse car elle avait un ami. Il s'appelait Timo. Timo avait une petite sœur qui était encore bébé et son père restait chez lui la journée pour s'en occuper pendant que sa mère travaillait. Iris et Timo étaient inséparables. Après l'école et pendant les vacances, ils passaient de longues après-midi à s'amuser ensemble. Dans les champs de colza qui entouraient la ferme d'Iris, ils jouaient à chat. Et, un peu plus loin, dans la prairie au cœur du bois, ils restaient souvent allongés dans l'herbe à regarder passer les nuages ou à faire des galipettes et des roulades sous le soleil. Ils avaient aussi construit une grande cabane dans les bois et allaient grimper dans les branches du vieux charme. L'été, ils se régalaient de fraises et de framboises du jardin. À l'automne, ils allaient ramasser les noix et les mûres pour s'en faire un festin. S'ils préféraient jouer dans le jardin d'Iris à l'heure du goûter, les enfants filaient souvent chez Timo pour accueillir sa maman qui revenait du travail. La maman de Timo était une personne très douce, toujours souriante. Elle aimait beaucoup s'occuper des enfants et leur raconter des histoires. Iris l'adorait, elle était un peu comme une seconde maman. Et puis, la maman de Timo avait un trésor. Dans la chambre, au fond de son armoire, elle avait rangé un grand coffre en bois dans lequel sont tassés des tas de vêtements qu'elle ne mettait plus et elle laissait les enfants se dégriser avec. Parmi tous ces habits, ces tissus, ces chapeaux, il en avait un qu'Iris adorait par-dessus tout et mettait à chaque fois qu'elle le pouvait. C'était une magnifique jupe de gitane qui lui tombait sur les pieds et se soulevait quand elle tournait comme si elle allait s'envoler. La jupe était rouge, d'un rouge sombre profond, magnifique. Elle était lisse et comportait seulement quelques broderies sur le bras et sur le jupon à mi-hauteur. Bien sûr, elle était trop grande pour Iris qui devait la remonter jusqu'au cou pour ne pas se marcher dessus. Mais elle était tellement jolie. Iris ne manquait jamais une occasion de l'enfiler pour la faire tournoyer. Déguisée de la tête aux pieds, Iris et Timo s'inventaient souvent des histoires fantastiques jusqu'à ce que le soir arrive et qu'Iris soit obligée de rentrer chez elle. Iris et Timo étaient les deux meilleures amies du monde et ils grandissaient ensemble. Ils s'imaginaient que rien ne les séparerait jamais, se construisaient un monde de rêve bien à eux. Mais pourtant, par une froide journée d'automne, tout prit fin. Iris attendait Timo chez elle, comme à son habitude, sauf que ce jour-là, il arriva très en retard. D'abord soulagée de le voir, elle comprit qu'il y avait un problème en découvrant un visage triste qu'elle ne lui avait jamais vu. Timo lui annonça qu'une personne de sa famille avait besoin d'aide, que ses parents avaient rendu les clés de leur appartement et qu'ils devaient tous partir immédiatement vivre loin d'ici. Timo lui tendit tristement un paquet marron enroulé d'une ficelle, puis il lui fit bisou sur la joue et partit en courant, encore plus vite qu'il était entré. Iris eut à peine le temps de comprendre qu'elle ne reverrait plus jamais son amie. Elle déballa le paquet marron et y découvrit la magnifique jupe rouge de la maman de Timo en cadeau d'adieu. Iris se retrouva affreusement seule et eut beaucoup de mal à se remettre du départ de Timo. Le temps passa, elle finit par se faire de nouveaux amis, mais malgré leur présence, personne ne pouvait combler le vide qui s'était installé en elle. Elle pensait souvent à Timo, se demandait où il était, pourquoi il n'était jamais revenu,
comment le retrouver et s'il pensait aussi à elle en regardant les nuages passer ou les champs de colza danser dans le vent. Devenue une jeune fille, Iris quitta la campagne de son enfance pour aller suivre des études en ville. Elle rêvait de faire du théâtre et fut obligée de partir très loin, dans une autre région, pour rejoindre une école artistique. Un jour, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ville, Iris rentrait chez elle à pied, comme chaque après-midi, après ses cours. Le temps était magnifique, le soleil brillait. Elle avait mis la belle jupe rouge qui était maintenant parfaitement à sa taille. Avant de rentrer à son petit appartement, elle décida de faire un détour pour aller s'acheter une gourmandise à la boulangerie de la gare, qui était la meilleure boulangerie de la ville. Iris traversait la grande place pavée devant la gare, quand soudain, elle entendit une voix insistante derrière elle prononcer son prénom. Iris. Elle ne reconnaissait pas cette voix. Se retournant, elle se trouva nez à nez avec un jeune homme aux traits familiers, à peu près du même âge qu'elle. Même après des années d'absence, il ne lui fallut pas une seconde pour réaliser qu'elle se trouvait en face de Timo. Folle de surprise et de joie, Iris se jeta dans ses bras et Timo la serra fort contre lui. Elle avait tant rêvé de ce jour, elle avait tant pleuré, elle avait tant espéré le revoir au moins une fois. Ce jour-là, si Timo n'avait pas eu envie de sortir de la gare pour prendre le soleil pendant son changement de train, son attention n'aurait jamais été attirée par cette jupe de gitane qui traversait la place. Timo n'aurait jamais remarqué la belle jeune fille qui la portait, réveillant en lui le souvenir lointain d'une personne qu'il avait tant aimée et qui lui avait tant manqué. Bien entendu, Timo s'arrêta là. Il ne prit jamais le second train. Il avait déjà perdu Iris une fois dans sa vie. Il était hors de question qu'il la perde à nouveau. Hello, les passagers en direction du pays de Morphée, sans prier, avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de s'abonner et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go. Notre histoire se déroule à Lulung. Lulung est une toute petite cité située au pied d'une très haute montagne dans la Chine lointaine. La ville est tellement petite que tout le monde s'y connaît. Les maisons sont tellement proches les unes des autres qu'en hiver, lorsqu'il gèle la pierre fondre, on a réellement l'impression qu'elles se protègent du froid les unes des autres. Dans la ville de Lulung vit depuis très très longtemps une pauvre veuve. La femme a un fils, un garçon superbe qu'elle a appelé Wang, le nom que portait déjà son grand-père. Dans la ville de Lulung,
Personne n'est aussi fort ni aussi courageux que Wang. Sans rien en dire, toutes les femmes envient la pauvre veuve d'avoir un fils aussi fort et aussi courageux. Wang et sa mère mènent une vie paisiblement heureuse, si ce n'est la présence dans la maison d'à côté de l'usurier Yu. Ils sont constamment ennuyés par lui. Le vieil homme est malade de jalousie devant la force et la jeunesse de Wang, et il ne rate aucune occasion pour tourmenter le jeune homme et sa mère. Sans cesse, il leur fait des remarques désobligeantes. Bien sûr, c'est de la méchanceté gratuite, mais au fil des jours, les remarques commencent à peser sur Wang et sa mère. Un soir, alors que Wang est assis dans le jardin de la maisonnette, il demanda à la veuve « Comment se fait-il que ton fils vive toujours chez toi ?» Il me semblait que les jeunes de son âge étaient mariés depuis bien longtemps. Sans doute les jeunes filles de Lelong ne sont pas assez bien pour lui et il a une princesse. La veuve, très digne, le toise avant de lui répondre. Après tout, pourquoi pas? Ton idée n'est pas si bête en somme. Wang est le jeune homme le plus beau et le plus courageux de toute la région. Une princesse ferait certainement une bonne affaire en l'épousant. L'usurier se met à rire et dit « Dans ce cas, il risque d'attendre très longtemps. Dans la région, il n'y a pas de princesse. » Mis fort en colère et dépité, il rentre chez lui en claquant la porte de son logis. La veuve se demande bien pourquoi un vieil homme peut être si méchant. S'il était plus gentil, il serait sans doute qu'un doute plus heureux et tout le monde l'aimerait. Elle regarde son fils avec des yeux emplis de tendresse et lui dit « C'est vrai dans le fond, je suis certaine qu'une princesse serait très heureuse avec toi. » Wang sourit. Le voisin a raison, il n'y a pas de princesse dans la région. Et puis, si j'en trouvais une, comment pourrions-nous l'accueillir dans cette petite maison? Wang se lève et prend gentiment sa maman par l'épaule. « Viens, dit-il, rentrant. Il est inutile de rêver, jouant plutôt une part de domino. » Les années passent, rien de bien important n'arrive dans la vie de Wang et de sa mère. Le garçon devient de plus en plus beau et de plus en plus fort, mais ne parle toujours pas de se marier. Sa mère est hantée par les paroles du vieil usurier et ne peut que soupirer. Il lui semble parfois que son fils attend vraiment une princesse qui accepte de l'épouser. Un jour, alors que Wang est en train d'étudier dans sa chambre, il entend un bruit inattendu. Il regarde vers la statuette de Bouddha qui trône dans la pièce, et aussitôt, la porte s'ouvre et un délicieux, un enivrant, un subtil parfum de glycine envahit les lieux. Dans l'embrasure de la porte se tient une très jeune femme. Elle porte un kimono de couleur mauve de la même couleur que ses yeux, et les rubans qui nouent ses longs cheveux noirs. À son cou, brille un collier de perles éclatantes. Et sur ses mains, très blanches, scintillent des saphirs et des diamants. Wang n'ouvra pas ses yeux. Il pense qu'il rêve. Il doit être endormi alors qu'il étudiait. Son imagination surexcitée lui joue un tour. La jeune femme s'avance vers lui et lui dit d'une voix cristalline « Non, Wang, tu ne rêves pas. Je suis la princesse de la forêt des glycines et je suis venue jusqu'ici pour te dire que je veux t'épouser. » Gêné, le jeune homme ne sait pas quoi répondre. Il sent les murs de sa chambre qui se rétrécissent. Lui devient minuscule face à tant de beauté. Il regarde désespérément son mobilier sans valeur. Il ne possède même pas le moindre cadeau à offrir à la princesse en signe de bienvenue. La seule pièce de valeur qui lui appartient est le jeu de domino en ivoire. C'est là sa seule richesse. Il le dépose au pied de la jolie visiteuse qui se met à battre des mains de joie en ouvrant la petite boîte plaquée. « Tu aimes donc jouer au domino ?» demande-t-elle à la fois ravie et surprise. Et tout aussitôt, elle dispose les pieds sur la petite table et invite Wang à venir s'asseoir auprès d'elle pour disputer une partie. Le jeune homme, bon joueur, a bien du mal à se concentrer. Son regard est sans cesse attiré par sa trop belle partenaire. « J'ai gagné », s'exclame celle-ci en arborant un très large sourire. « Je dois reconnaître que je n'ai jamais affronté un aussi redoutable adversaire. Lorsque nous serons mariés, nous nous mesurerons chaque jour au domino. » Donc, balbutie Wang avec beaucoup d'effort. Donc vous parliez sérieusement lorsque vous disiez que vous vouliez m'épouser? La princesse acquiesce en souriant, et Wang ajoute d'un air désespéré. Mais où irons-nous habiter? Je n'ai pas d'argent pour acheter une maison. La jeune femme claque des doigts et une servante entre et dépose au pied de Wang un coffre rempli de pièces d'or. Tu devras attendre la prochaine pleine lune pour construire notre maison, lui dit la princesse. À ce moment, je reviendrai pour célébrer nos noces. Aujourd'hui,
Je ne puis m'attarder davantage. Wang ne peut détacher ses yeux du coffre et des pièces. Il ne voit pas la princesse suivie de sa servante qui quitte la pièce. Je dois l'avoir rêvé, pense Wang en regardant autour de lui. Non, le coffre contenant les pièces d'or sont toujours devant lui et sa boîte de domino a disparu. Maman, crie Wang, je vais épouser une vraie princesse. Le jeune homme raconte à sa mère ce qui lui est arrivé. Mais tu as là un véritable trésor, dit la veuve en contemplant le coffret. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Tu pourras construire une splendide maison. Mais surtout, obéis à la princesse. Il ne faut pas commencer la maison avant la prochaine pleine lune. Wang est jeune, il ne sait pas attendre, et malgré les bons conseils de sa mère, il se rend en ville dès le lendemain matin pour y prendre rendez-vous avec le charpentier et le maçon en vue de construire une très belle demeure pour lui et sa future épouse. J'ai entendu raconter que ton fils va épouser une princesse, marmonne un soir l'usurier à la veuve. Et où l'a-t-il donc trouvé? Et la veuve pinçant les lèvres ne répond pas. Soit, si tu ne veux rien dire, garde-le pour toi, jette-tu dévoré par la curiosité. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de louche dans tout cela. C'est comme pour cet argent avec lequel il fait construire cette grande maison. J'ai du mal à croire qu'il a gagné honnêtement. Crois tout ce que tu veux, répond la mère de Wang. Et sans plus regarder le vieil homme, elle rentre chez elle. Le temps passa encore. La construction de la nouvelle maison progresse. Un jour, un jeune voyageur porteur des couleurs impériales arriva en ville. « Mon nom est Yang, dit-il après avoir été salué Wang et sa mère. J'ai appris que tu es un excellent joueur de domino et je serais heureux de pouvoir m'y mesurer avec toi. Wang accepte l'invitation avec plaisir et se rend plusieurs soirs consécutifs à l'auberge pour jouer au domino avec l'étranger. Le 5e soir, son nouvel ami l'accueille, le visage triste. « Il me faut m'en aller, dit-il. Comme souvenir, je désire te donner ceci. » Et le jeune homme tend à Wang une boîte de bois de cèdre qui contient une coupe en argent, quelques baguettes en ivoire et une précieuse figurine de jade. Après le départ de Yang, Wang se sent désemparé. Sa maison est prête et il attend avec impatience l'arrivée de la princesse. Mais le seul nouveau venu dans la ville est un riche seigneur qui, avec sa suite, s'installe à l'auberge que Yang avait précédemment fréquentée. Le lendemain matin, Wang est réveillé de bonne heure par des éclats de voix. Le noble seigneur a été dévalisé de tout ce qu'il possédait. « J'ai vu le chef des voleurs », déclare une des voix. « C'est Yang, le commandant de la garde impériale », ajoute une autre. « Yang, je le connais bien », renchérit le vieux. « Je l'ai vu très souvent en compagnie de mon voisin Wang, celui qui est subitement devenu riche. » Peu après, le responsable de l'ordre surgit chez Wang pour y effectuer une perquisition. Et lorsqu'il découvre le cadeau d'adieu de Yang, le malheureux est immédiatement emprisonné et accusé de complicité. Il est impossible que Yang soit un voleur, assure Wang alors que le juge l'interroge. Il portait les couleurs de l'empereur. Le juge se trouve bien embêté et ordonna que Wang soit transféré dans la capitale pour y être jugé. Mais vous, si vous l'avez accusé injustement, dit le juge Ayo, qui avait assisté à l'audience d'un air triomphant, vous serez emprisonné à votre tour. Le vieil usurier, soucieux de ne pas courir un tel risque, se hâte d'entrer en contact avec les 4 soldats chargés d'emmener Wang dans la capitale et pour une poignée de pièces d'argent, ceux-ci lui promettent de tuer le jeune homme durant le trajet. La route qui conduit à la capitale traverse les montagnes et les ravins escarpés. Le chemin est long et les gardes auront bien l'occasion de faire disparaître le prisonnier. Au moment où il s'apprête à pousser Wang dans un précipice, un énorme tigre surgit. Effrayés par le félin, 2 des hommes reculent et tombent dans le ravin, tandis que les autres, sans demander leur reste, prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient. Wang est tombé lourdement sur le sol. Son front a heurté un rocher. Il reste là, étendu, sans connaissance, alors le tigre le saisit par la ceinture et l'emporte dans la forêt. C'est un parfum de glycine en fleurs qui pénètre dans ses narines qui réveille Wang. Il ouvre les yeux et se trouve dans l'air, face à un magnifique palais de porcelaine couvert de mauve corolle odorante. À l'entrée du palais se tient la jolie princesse, mais son regard est dur,
Wang veut aller vers elle, mais d'un seul geste, elle lui fait comprendre de ne pas bouger et d'un ton sévère, elle lui dit « Wang, tu ne m'as pas écouté. Je t'avais demandé d'attendre la prochaine lune avant de construire notre maison. Maintenant, le malheur a fondu sur toi. Tu dois te rendre chez le juge pour lui prouver ton innocence, sinon tu ne pourras jamais trouver le repos. Par la suite, tu retourneras ensuite à Lulung afin de consoler ta pauvre mère qui est malade de chagrin depuis le jour où les soldats t'ont emmené. » Le jeune homme est anéanti. C'est vrai, il aurait dû attendre la pleine lune. Il était tellement impatient de la revoir, et voilà qu'il l'a retrouvée et qu'elle le renvoie. « Allons, dit-elle, avant que tu ne partes, je vais te faire don d'un talisman. » Elle prend une corde qu'elle noue avec soin à la taille de Wang, et avec douceur, elle ajoute « Les nœuds que j'ai faits dans cette corde sont magiques. En cas de besoin, il te suffit d'en défaire un et tu seras sauvé. Pars vite maintenant. » Wang regarde tristement la princesse désespérée de devoir la quitter. Dans un profond soupir, il s'en va vers la capitale. Le sentier qu'il emprunte monte et descend sans cesse. Plusieurs fois, il s'en faut de peu qu'il ne tombe en butant sur une pierre. Des branches lui fouettent sur le visage et bientôt, il se met à pleuvoir. Wang poursuit courageusement sa route. La pensée de la jolie princesse lui donne sans cesse de nouvelles forces. Il a déjà parcouru une bonne partie du chemin lorsqu'il débouche sur un plateau aride et désolé. La pluie ne tombe plus. Derrière les sombres nuages, il peut même apercevoir le soleil, dont les rayons éclairent sans l'égayer ce triste personnage. Seuls quelques arbres tordus rompent çà et là cette lugubre monotonie. Soudain, un nuage de poussière masque l'horizon. Portant la main au-dessus de ses yeux, Wang scrute le lointain. Très rapidement, le nuage se transforme en une armée de cavaliers armés jusqu'aux dents. Les armes scintillent sous le soleil. Ils arrivent à toute vitesse dans sa direction. Que va-t-il m'arriver maintenant ? pense Wang tristement. N'ai-je pas encore subi assez de malheurs ? Ces hommes ont sûrement l'intention de m'attaquer. Lorsqu'ils s'apercevront que je ne porte aucun objet de valeur, ils me tueront probablement par dépit. Il n'a plus le temps de s'enfuir. Et puis, où se serait-il caché ? Il n'y a rien que du roc et de la pierre. Bientôt, les cavaliers sont devant lui. Le chef de la troupe s'approche à quelques mètres et Wang observe craintif sa silhouette impressionnante, fièrement crampée sur sa monture, et soudain il le reconnaît. « Yang !» crie-t-il. « Yang, mon ami, est-ce vraiment toi ?» Il lui tend joyeusement la main pour le saluer. Un large sourire aux lèvres, Yang se pencha vers lui. « Tu acceptes donc encore de me parler, Wang ?» dit-il tout content. « Tu ne refuses pas de serrer la main à un voleur de mon espèce ?» « Je n'ai jamais pu croire à un pareil mensonge, » répond Wang. « Alors, laisse-moi te conter comment tout cela est arrivé, » dit Yang en serrant fermement la main du jeune homme en signe d'amitié. « Pendant des années, j'ai vécu à la cour en tant que commandant de la garde impériale, au sein d'un monde faste et d'apparat, mais aussi dans un monde méprisable comme je l'ai découvert plus tard, car la plupart des membres de la cour n'ont pas gagné leur fortune honnêtement. » Pendant qu'ils parlent, les deux amis se tiennent toujours la main afin de se témoigner leur confiance. Puis Yang descend de sa monture et tous les deux vont s'asseoir à l'écart. Yang poursuit. La richesse dont jouissent ces riches seigneurs, ils l'ont volée aux pauvres gens. Car ils l'ont obtenue en imposant de très lourdes amendes pour de petits délits et en exigeant d'importants fermages. Wang acquiesce. Il connaît bien cette histoire. Depuis de longues années, la population vit opprimée à cause de cruelles mesures adoptées par les grands propriétaires terriens. De nombreux abus de cette espèce ont été commis dans les environs de Lulung. Certains paysans incapables de payer le fermage envoient même leurs enfants mendier en ville. C'est pourquoi, poursuit Yang, après avoir fait signe à ces hommes de mettre pied à terre et de se reposer un instant, j'ai décidé que tout cela devait changer. J'ai résolu de quitter la cour et de devenir l'un de ces pauvres. Mais cela ne suffisait pas. J'ai alors réuni autour de moi un groupe d'hommes qui pensaient comme moi. Ensemble, nous avons commencé à voler les riches, répartissant ensuite notre boudin entre de misérables paysans. C'est ainsi que je suis devenu un voleur. Et donc, ce noble à Lulung commença Wang, mais son ami l'interrompit aussitôt.
Voler ce noble faisait partie de mon projet. Il méritait bien une petite leçon, car dans la région d'où il venait, tous les paysans étaient complètement ruinés, tant les taxes qu'il leur imposait étaient élevées. En plus, les terres qu'il leur avait données en fermage étaient totalement incultes, et comble de malheur, le peu qu'elles produisaient venait d'être anéanti par les fortes pluies du printemps sans que lui-même veuille tenir compte de cette situation. Même lorsque les paysans lui demandaient un délai, il ne leur montra aucune pitié. « Je comprends maintenant pourquoi je lui ai dérobé ses biens ?» demanda Yang. Wang acquiesça sans mot dire et son compagnon poursuivit. « La prochaine fois que j'irai à Lulung, ce sera pour Yu, l'usurier. Il est temps qu'il soit puni pour exiger des intérêts abusifs des malheureux qui, désespérés, ont recours à lui, ou bien lui demandent de pouvoir différer un remboursement. Mais toi-même, raconte-moi ce qui t'a conduit dans cette région inhospitalière. » En soupirant, Wang commence à expliquer son histoire. Un serviteur du noble que tu as dépouillé t'a reconnu lorsque vous êtes entrés dans l'auberge cette nuit-là. Et l'usurier Yu, qui nous avait souvent vus ensemble, s'est servi de ce prétexte pour me causer une nouvelle fois des ennuis. Il s'était longtemps demandé comment j'avais pu obtenir de l'argent pour construire une maison, puisque ma mère et moi-même sommes pauvres. Et il a saisi cette chance de me nuire, m'accusant sournoisement de complicité de vol. Wang s'arrête quelques instants pour avaler une gorgée du vin de riz que lui tend Yang. Il a la gorge sèche d'avoir tant marché et parlé. Puis il enchaîne. Le responsable de l'ordre ne croyait pas que j'avais quelque chose à voir dans cette sombre histoire, mais il s'est vu obligé d'effectuer une perquisition chez moi, et il a découvert dans ma maison des beaux cadeaux. C'était la preuve de ma culpabilité, et il m'a conduit devant le juge. Évidemment, je lui ai raconté la vérité. Ce n'était que des présents, et que je les avais acceptés sans faire moindre objection, puisque je croyais que tu venais de la cour impériale. N'osant pas trancher, le juge a décidé de m'envoyer dans la capitale pour y être traduit en justice. Cependant, craignant que la lumière ne soit faite sur toute cette affaire, le vieux Yu a soudoyé les soldats chargés de me conduire en ville. Ces pauvres hommes qui avaient bien besoin d'un peu de sous supplémentaires ont promis à l'usurier de se débarrasser de moi au cours de route. Seul le hasard a permis que je sois sauvée de la mort par un tigre apparu au moment où il voulait me tuer, et ce tigre m'a conduit auprès de la princesse des Glycines qui m'a ordonné de me rendre en ville pour prouver mon innocence. Voilà tout, dit Wang. Et il ajoute piteusement, je ne l'ai pas écoutée, et maintenant elle est fâchée contre moi. Ah, j'aurais dû attendre la pleine lune avant de commencer la construction de notre maison. Yang a écouté attentivement le récit de son ami. Si je comprends bien, dit-il, tu es donc en route pour la capitale où tu seras jugé par le juge. Wang boit encore une gorgée de la bouteille de vin de riz pour se donner du courage. C'est bien cela, opine-t-il en se levant pour se remettre en route. Il tend la main pour prendre congé de Yang, mais celui-ci secoue la tête. Non, mon cher Wang, refuse-t-il paisiblement. Je ne te laisserai pas partir comme cela. Un ami aussi fidèle que toi a droit à mon aide. Le voyage est encore long jusqu'à la ville, et il est semé d'embûches. Et c'est ainsi que Wang parcourt le reste du chemin, sous la protection des hommes de son ami Yang, qui le suivent à quelque distance. Peu après, il atteint sans encombre la capitale et va aussitôt se présenter au palais de justice. « Je suis Wang, et je viens de Lulung, déclare-t-il une fois mis en présence du juge suprême. Je suis venu jusqu'à vous pour... » « Et où sont les soldats qui t'ont conduit ici ?» demande le juge. « 2 d'entre eux ont pris la fuite à la vue d'un tigre, explique Wang, et les 2 autres sont tombés dans un ravin. » Comme le juge continue à le regarder d'un air interrogateur, Wang lui raconta toute son histoire. « Tu veux me dire que tu es venu sans escorte et de ton plein gré ?» s'exclame le juge, étonné lorsque Wang termine son récit. « Mais tu aurais pu facilement t'échapper. » Wang sourit. « Je suis innocent, assura-t-il, mais il y a des gens qui affirment le contraire. Ils prétendent que je suis complice d'un vol, et je n'ai nulle envie de passer pour un malhonnête. C'est pourquoi je suis venu jusqu'à vous. Je veux prouver ma bonne foi. » Tout en parlant ainsi, Wang joue machinalement avec la corde nouée à sa taille, sans même s'en apercevoir. Il défait un des nœuds. Au même moment, le juge suprême déclara «
Même sans preuve, je suis convaincue de ton innocence, Wang. En effet, ce jeune homme à la conscience bien tranquille se présente de lui-même devant le juge sans y être contraint par la force. Il va ensuite chercher un morceau de parchemin et écrit en termes choisis une déclaration attestant de l'innocence du prévenu. Et voilà, tout est en ordre, Wang, conclut-il en lui serrant la main. À partir de cet instant, tu es un homme libre. Soulagé, Wang quitte le tribunal. À présent, il doit retourner à Lulung pour rassurer sa mère qui l'attend à la maison. Et ensuite, il ose à peine y penser de peur que quelque chose tourne de nouveau mal, mais il espère de tout son cœur qu'il pourra épouser la très jolie princesse de Glycine. Serrant dans sa main la déclaration du juge, Wang entame le pénible voyage de retour. Plus il approche de sa petite ville natale, plus il marche allègrement. Il lui semble que toute la fatigue l'abandonne. Déjà, il aperçoit les premières maisons de Lulung. Au milieu de celle-ci se trouve celle de sa mère. À cette pensée, il se met à courir à en perdre haleine, tant il a hâte de rentrer chez lui. « Maman !» crie-t-il en se précipitant dans l'âpre demeure. « Je suis là !» La pauvre veuve a beaucoup maigri depuis le départ de son cher fils. Ses yeux sombres brillent fiévreusement dans sa figure pâle et ses mains tremblent. Mais lorsqu'elle voit entrer Wang sain et sauf, un sourire rayonnant apparaît sur son visage aux traits fatigués et elle tend les bras pour l'accueillir, son enfant bien-aimé. Puis, les premières effusions passées, la veuve lui pose 1001 questions auxquelles Wang répond patiemment jusqu'à ce que l'heure de se coucher arrive. La mère et le fils se souhaitent tendrement bonsoir. Mais non loin de là, quelqu'un va, au contraire, passer une nuit fort agitée. C'est l'usurier Yu, brutalement tiré de son sommeil par une voix mystérieuse qui lui dit « Donne-moi les clés de ton coffre, et pas un mot si tu tiens à la vie. » Tremblant de tous ses membres, le vieillard remet le trousseau à Yang, car c'est lui qui a pénétré chez l'usurier avec ses hommes, et quelques instants plus tard, Yu regarde d'un air furieux son coffre-fort complètement vide. Pendant ce temps, Wang dort paisiblement. Lorsqu'il se réveille, il aperçoit sa mère qui le contemple, un étrange sourire sur les lèvres. « Il y a de la visite pour toi, » annonce-t-elle. Au même moment, le jeune homme sent le parfum qu'il attendait tant, le doux parfum de Glycine. Peu de temps après, les noces de Wang et de sa jolie princesse sont célébrées dans l'allégresse. Le temps passe. De cette heureuse union naissent rapidement 2 charmants enfants qui ont les yeux mauves comme ceux de leur mère. Wang est tellement heureux qu'il ne peut imaginer qu'un tel bonheur soit possible. Et par un soir d'hiver, un triste soir d'hiver, le jeune homme en revenant de son travail voit sa femme qui l'attend sur le seuil de leur maison. Elle a revêtu le kimono qu'elle portait lors de leur première rencontre et qu'elle n'avait plus jamais remis depuis. Wang se doute avec une tragique certitude que quelque chose d'horrible, de grave, d'irréparable va se produire, quelque chose d'inévitable. Nul bonheur ne peut jamais durer éternellement, dit la princesse sans lui laisser le temps de parler. Ma vie sur la terre est terminée. Je suis obligée de te quitter, mais je ne t'oublierai jamais. L'instant d'après, elle disparaît, emportant avec elle les enfants. Non, hurle Wang. Mais aucun son ne sort de sa bouche. Les larmes aux yeux, il regarde autour de lui. Et soudain, par un miracle inexplicable, et malgré le froid de l'hiver, partout, les glycines se mettent à fleurir. De lourdes grappes sont du même mauve que les yeux de sa femme et de ses enfants. Et lorsqu'il pénètre dans sa maison, il découvre avec bonheur que le plafond de la véranda lui aussi est paré d'un somptueux manteau odorant. Wang, malgré son immense chagrin, sent que sa princesse tant aimée et ses chers enfants ne l'ont pas vraiment quitté, et que leur esprit et leur cœur demeurent à ses côtés. Et, dans chaque corolle, il voit briller leur tendre regard mauve, qui le suit et veille sur lui, et il en est un peu consolé. Bonne nuit.